Mes 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle. Ouh, mais ça enregistre? Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant une panoplie d'Amstrad CPC pour parler aujourd'hui de périphériques. Alors en termes de périphériques, on peut parler du DDI1, mais ça tout le monde le connaît. Mais j'ai fait des découvertes anciennes qui sont, ma foi, très intéressantes. En commençant par celui-ci. Donc celui-ci c'est un crayon optique, il est un petit peu emmêlé mais c'est un crayon optique pour Amstrad CPC. Donc il a été dessiné pour CPC 464, il se branche à l'arrière du CPC 464 et permet d'avoir un crayon optique. On va découvrir ça et un petit peu les limitations qu'on va découvrir avec ce format de crayon optique pour Amstrad. Un autre périphérique que j'aimerais bien vous montrer, et ça c'est une surprise aussi, c'est une souris pour Amstrad CPC. Donc une belle souris avec 3 boutons et un adaptateur qui permet de le brancher sur le port joystick de la machine. Et avec un boîtier malgré tout assez encombrant. Et c'est une souris avec une bille en acier. Avec 3 boutons donc, et le fil sur le côté. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce crayon optique, mais aussi avec cette souris qui doit fonctionner normalement sur tous les Amstrad. Donc, et on parlera aussi d'autres périphériques un petit peu plus actuels, mais on verra ça après. Donc, eh bien, sans plus tarder, approchons-nous de la machine. On va d'abord regarder un petit peu le crayon optique, comment ça fonctionne. Alors, voyons un peu ce crayon optique. Donc, ce crayon optique, comme vous le voyez, il n'est pas comme les crayons optiques qu'on pouvait trouver à l'époque sur ces machines, parce qu'il y en a eu d'autres modèles. Et celui-ci est un des modèles très avancés qui se branche donc sur le port d'extension de l'Amstrad, mais qui vient aussi prendre le signal d'écran pour choper la synchro et puis savoir où est-ce que le crayon est sur l'écran. Et la particularité aussi de ce crayon optique de Dart Electronics est que eh bien c'est pas un fil avec comme on peut en trouver sur tous les crayons optiques dont les Thomson, c'est une fibre optique. Donc le signal capté par le crayon, il n'y a aucune électronique dans le crayon, il va directement être process par l'électronique qu'il y a dans la cartouche au bout de cette fibre optique. Après, pour le brancher sur un Amstrad, donc je vais commencer par enlever le DDI1 qui est aussi sur le port d'extension. Voilà, donc ce crayon, comme je le rappelle, il était fait pour le CPC 464. On voit d'ailleurs qu'il en épouse parfaitement les formes. Et il vient se plugger sur le port d'extension ici. Voilà. Il fait apparaître à l'arrière une autre extension sur laquelle on peut venir brancher par exemple un DDI1. Et ensuite, eh bien, il suffit d'aller brancher sur le signal de l'écran ici et de venir brancher l'écran sur cette extrémité là. Voilà, et on verra plus tard comment utiliser le crayon optique sur la machine. Je prendrai une autre machine parce que malheureusement j'ai encore pas trouvé de moyen de mettre un Gotek sur l'Amstrad. Ça viendra, mais et donc j'ai pas les moyens, j'ai pas de disquette pour charger le logiciel. Ce crayon optique, il marche très bien pour CPC 464, mais on va l'enlever et on va essayer de le mettre sur un 664. Donc je vais enlever cet Amstrad. Petit changement de plan pour être dans la caméra. Donc cette extension,
elle va s'adapter sur 664, même si bon, on n'a pas vraiment la forme du 464 sur cette machine et que ça rentre vraiment juste. Donc je vais le mettre au bord de la table parce que l'extension, eh bien, elle vient gêner pour le fil d'alimentation du lecteur de disquette et normalement je devrais quand même pouvoir le brancher. Voilà. Mais ce qu'on remarque, c'est que elle est faite pour 464 et sur le 664 où la carte mère se trouve plus basse, et l'extension, elle porte sur la table et elle nous lève la machine. Ce fil d'alimentation du lecteur de disquette est vraiment juste et on peut brancher la prise pour aller prendre le signal d'écran. Donc sur 664, il est encore utilisable à condition de surélever le 664. Maintenant, on va essayer sur le 6128, qui va être la machine sur laquelle je vais le faire fonctionner et je vous ferai la démo de cet appareil. Mais on va voir que c'est pas si simple. Voilà, maintenant on a un 6128. 6128 qui est encore plus fin que toutes les autres machines. Et là, notre crayon optique, on va essayer de le brancher sur le port d'extension qui est là. Et là, eh bien non, cela ne branche pas. Ça ne branche pas parce que le connecteur du lecteur de disquette de 12 volts est vraiment trop près de l'extension. Donc on ne peut pas le brancher sur le 6128. Mais malgré tout, si on arrivait à le brancher, on a quand même le signal de l'écran qui est juste à côté. Donc on verra dans quelques minutes comment je vais le brancher sur le 6128. Mais je vais vous apporter encore un autre Amstrad pour vous montrer que ce crayon optique n'est pas très compatible avec les machines du fait de la manière dont il est monté. Donc le temps que j'apporte l'autre machine, je coupe. Voilà un autre 464, vous allez me dire, on a déjà essayé. Mais non, parce que celui-là, c'est un 464, les tout derniers modèles, ceux qui ont la carte mère courte. Et si on essaie de brancher le crayon optique sur cet Amstrad-là, il n'y a pas de souci pour brancher la cartouche, il n'y a aucun fil qui gêne, mais par contre, allez donc brancher le câble de l'écran, puisque la sortie écran est de l'autre côté. Donc sur cette machine-là, il n'est pas du tout utilisable. Donc je vais rapporter le 6128 et on va voir comment le brancher, puis on va pouvoir faire le tour un petit peu pour voir ce qu'on peut faire de ce crayon optique. Mais avant de le brancher sur le 6128, une dernière limitation que je voudrais vous montrer avec ce crayon optique, c'est que quand il est branché sur l'Amstrad 464, on peut brancher le DDI1 derrière. Voilà, ça branche bien. Par contre, pour le faire fonctionner, il y a un réglage. Et le réglage, c'est ce petit potentiomètre qui est là. Donc je vais le redébrancher pour vous montrer ce potentiomètre. C'est ce qui permet de régler la sensibilité. Et par exemple, on a besoin de le régler si on passe d'un écran vert à un écran couleur. Et à partir du moment où le DDI1 est branché de contre, eh bien, on n'a plus accès à cet interrupteur. Donc encore une fois, c'était une très très bonne idée, mais quand même très limité d'un point de vue des machines sur lesquelles on pouvait le brancher. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut brancher ça sur le 6128 maintenant. Alors branchons-le sur le 6128. Pour ce faire, je vais utiliser une petite magouille. Il se branche comme ceci sur la machine, mais il a un port derrière qui est branché directement sur l'avant, donc c'est direct. Les pins sont exactement identiques au même emplacement entre l'avant qui se branche sur la machine et l'arrière. Donc j'ai une petite nappe que je vais venir brancher sur le port arrière de la machine. Oui, elle n'est pas détrompée, donc c'est parfait. Hop. Et je vais venir brancher ça sur le 6128. Donc il irait comme ça, donc le côté rouge par là-bas. Donc je vais le brancher le côté rouge par là-bas.
Voilà, et là, ben, ça gêne plus avec les fils et on va pouvoir l'utiliser. Hop, on peut brancher l'entrée vidéo, donc tout est bon. Je vais réorganiser un petit peu et puis mettre le Walkman un petit peu plus loin. Je sais qu'il marche sur cet écran vert, mais je vais faire les tests qu'en couleur. Donc je réorganise un petit peu le bureau pour rapporter l'écran couleur au milieu et je vous reprends tout de suite pour tester ce crayon optique. Le voilà branché sur le 6128 et j'en ai profité pour brancher un accessoire actuel qui est mon Gotek. Et j'ai mis dedans la disquette qui contient les logiciels du crayon optique. Donc on va pouvoir le lancer. Hop, il charge en mode 2. Et voilà, on a un bel écran sur lequel on peut dessiner. Comme vous voyez, ce crayon optique, donc il permet, je ne sais pas si on va avoir le petit point de si loin, et je vais peut-être approcher la caméra, mais il n'a pas de bouton, c'est-à-dire qu'il n'a pas de détection, on ne peut pas appuyer pour valider, donc il faut utiliser le clavier pour l'utiliser. Donc notamment la première chose qu'on a au clavier, c'est la touche M en QWERTY, donc virgule en AZERTY, qui permet d'avoir le menu. Et là, ensuite, on peut changer la couleur du crayon pour utiliser une des 4 couleurs du mode 1. Donc, je vais rester en bleu. Et ensuite, on peut choisir ce qu'on veut faire. Donc, mettons que je veuille faire des lignes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais approcher un petit peu la caméra de l'écran. Nous voilà de plus près. C'est pas forcément facile de filmer un écran CRT de près et de l'avoir net, mais un crayon optique, ça marche pas sur autre chose qu'un écran comme ça. Donc, on a vu qu'on peut changer les couleurs. On peut changer aussi le tracé des lignes en sélectionnant Entrée après avoir sélectionné une forme. Et ensuite, si on fait Échappe, on peut revenir sur l'écran, donc vous voyez peut-être le petit point qui suit le crayon optique. Donc je fais E pour commencer de tracer et je peux faire Entrée, non, E pour terminer. Oui, c'est bien E, c'est juste que c'est un tout petit peu lent sur l'Amstrad. Et on peut être très précis et reprendre où on était parti. Voilà. Et on peut dessiner comme ceci des formes relativement complexes en étant précis sur la machine. À tout moment, on peut venir bien sûr changer de couleur et tracer autre chose. On va choisir un cercle par exemple. On fait Échappe. Et on peut positionner le centre de notre cercle, par exemple ici. Et on peut dessiner, voilà, un cercle. Et voilà, on a un beau cercle. Bien sûr, il y a d'autres fonctions. On peut faire des remplissages. Je crois que c'est le remplissage, celui-ci. Ah non, ce n'est pas le remplissage. Voilà, on peut faire des boîtes, des lignes, on peut même entrer du texte. Et venir le positionner sur l'écran. Donc voilà, donc il n'existe pas grand chose d'autre comme logiciel que ce logiciel de dessin pour
pour ce crayon optique. Donc ce crayon optique est sorti en 1985, donc après le 464, mais avant le 6128, c'est pour ça que le format ne s'adapte pas. Et son prix de vente de cet appareil était de 475 francs en France. Et vous voyez que apparemment il était beaucoup moins cher en livres en Angleterre. Donc c'était pour le crayon optique. On va passer à la souris maintenant. Et voilà la souris branchée sur le 6128. Donc comme on le voit et on l'a vu tout à l'heure, elle a 3 boutons, ce qui est assez exceptionnel pour une souris de cet âge-là. Et donc son autre morceau vient se brancher sur le port joystick avec une protubérance assez importante. Et par ailleurs, il a besoin d'une alimentation, donc on vient repiquer le 5 volts sur le CPC pour pouvoir l'alimenter. J'ai profité d'ailleurs, en sortant la souris, de vous sortir un autre accessoire pour Amstrad, qui est un accessoire qui est inutile au demeurant. C'est un radio-réveil, donc il n'a aucune interface avec la machine, bien sûr. Il est juste là, quand on avait à l'époque les Amstrad dans les chambres, où on pouvait avoir le radio-réveil sur la machine. Voilà. Pas qu'il soit le plus facile à voir sous l'écran, mais il est dessiné comme ça. Pour cette souris, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle a une boule métallique, donc je me suis préparé un petit tapis de souris en polystyrène, quoi, en expansé, là, en truc comme ça, sur lequel la bille roule bien, beaucoup mieux que sur mon bureau. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que quand on la branche, cette souris, ben, elle fait des symboles de joystick, hein. Elle dit qu'elle va en haut, en bas, à droite, à gauche, comme le ferait un joystick. Cette souris, c'est une souris complexe. Elle a une énorme documentation et vous verrez que c'est un produit beaucoup plus complet que le crayon optique. Il y a beaucoup d'API qui sont livrés avec pour pouvoir s'en servir. Et donc cette souris, elle a été faite par AMS, qui est Advanced Memory System, qui a fait cette souris en décembre 85, donc elle était dispo en 86. Pour la modique somme de 690 francs. Ce qui est quand même beaucoup pour un périphérique de l'époque pour cette machine. Alors, j'ai mis la disquette dans le lecteur. Et on va déjà voir pour démarrer le gestionnaire de la souris qui est AMX. Alors, il se charge et ce qu'il va faire, c'est qu'il va consommer environ 14 kilooctets de mémoire. Donc, ces périphériques, comme le crayon optique, étaient livrés avec une cassette. Hein. Donc, ils ont été transférés sur disquette depuis les logiciels, mais ils étaient disponibles sur cassette et ils n'avaient aucune protection pour pouvoir les recopier. Donc on a chargé le pilote AMX et donc on a maintenant plus que 29 et quelques kilooctets de mémoire disponibles. D'avoir chargé ce pilote AMX, nous apporte énormément de nouvelles commandes au basique qui nous permettent d'exploiter cette souris. J'en ai mis quelques-unes sur la disquette et je vais pouvoir vous en montrer déjà quelques-unes. Je me suis approché un petit peu de l'écran. Donc, je vous disais, j'ai écrit quelques petits logiciels que j'ai pris dans la doc. Donc, on va essayer, voir comment ça fonctionne déjà. Donc, le petit programme basique Button. En fait, sur la souris, donc... on a 3 boutons. Donc, si j'appuie sur le premier bouton, c'est la commande exécute. Sur le deuxième bouton, c'est la commande move. Et sur le troisième bouton, c'est la commande cancel. Et on voit qu'avec du code, comme ça, eh bien, on peut utiliser des commandes qui sont étendues par le logiciel AMX. Donc, il y en a beaucoup. Hein. Il y a button, desk, GCSR, iPointer, icône, iLoad, etc., etc. Donc ici, c'était par exemple le code qui permet de détecter les boutons.
Cette souris, elle est fournie avec tout ce qu'il faut pour faire un environnement comme on aurait sur un Mac. Bon, je suis pas dans les bonnes couleurs et puis j'ai fait ça rapidement. Mais voilà, on est sur un desk. C'est la commande desk, donc qui vous formate le fond en petits points comme ça. Et on a notre souris. Et si on appuie sur un bouton, voilà, on peut voir la démo. On peut se créer une fenêtre. Donc ça, c'est une window. Et on peut en avoir autant qu'on veut sur notre écran. Bon, une certaine limite quand même. Et voilà, ça c'est une des autres commandes de ce programme. Et j'en ai fait un dernier, mais bon, j'ai une commande qui semble ne pas fonctionner. Je ne trouve pas pourquoi. C'est GC SRS. Donc celui-là, il est censé détecter les mouvements de la souris et afficher les coordonnées de la souris. Donc là, elle est en 320-200 puisqu'on est en mode 2. Elle est pile poil au milieu de l'écran. Mais si je la bouge, ça ne marche pas. Et c'est la commande Move Pointer que j'arrive pas à faire marcher. Mais voici le petit listing que j'ai pris dans la doc de la souris. Ah, c'est plus facile à lire comme ça. Bon, évidemment, on est sur 6128, hein, donc les pipes se transforment en U, les arrobas en A accent. Mais bon, t'as sur Amstrad, c'est une habitude. Avec cette souris, donc, bon, il y a une énorme documentation. Hein. Il y a aussi un logiciel qui fournit pour faire du dessin et qui est très bien. Donc, quand on le démarre, on a le choix de lancer directement Art. C'est un logiciel qui peut faire penser à des logiciels de dessin qu'on verrait sur Mac. Et c'est un logiciel de dessin donc qui exploite la souris. Donc, contrairement à tout ce qu'on peut voir sur Amstrad, on a des menus déroulants. Bon, la résolution de la souris étant pas exceptionnelle. Et on peut faire plein de choses. On peut notamment prendre un crayon. Et on peut dessiner avec la souris. Alors, si j'utilise le bouton du milieu, je peux me repositionner ailleurs. Et voilà. J'ai fait un petit carré que je vais pouvoir changer de couleur. Alors, je ne sais pas trop comment on change les couleurs. Et je peux colorer mon objet en débordant. Donc, cette souris est donc fournie avec un logiciel qui permet de faire du dessin. Et on a même une gomme dans celui-ci qui nous permet d'effacer. Super logiciel, comme j'en avais pas vu sur Amstrad, qui le rend très pratique avec la souris. Il y a encore une partie de cette souris que j'ai failli oublier de vous montrer, c'est les icônes. Donc encore une fois, j'ai tapé un des petits programmes de la doc qui permet d'afficher des icônes et on a le code en basique où on peut programmer pour que quand on vient avec la souris, bon bah là le programme est terminé, sur l'icône et qu'on clique dessus, on peut exécuter une fonction. Et on peut se faire comme ça un desk avec des fenêtres et des icônes dedans qui vont venir exécuter des fonctions. Donc on peut se faire vraiment un bureau comme on aurait sur une autre machine. Donc
il y a un logiciel ici qui est écrit en basique qui permet de faire d'éditer des icônes et de les sauvegarder. C'est l'Icon Designer. Et il fait 10 kg et il est tout écrit en basique. Et voilà, on peut dessiner ces icônes en remplissant les petites boîtes. Bon, on peut, je pense qu'on peut, cancel, non? Voilà, bon, on peut faire à peu près ce qu'on veut comme icône en sélectionnant les petits carrés avec la souris. Et comme je disais, il est tout écrit en basique. Voilà, j'essaie de sortir de la fenêtre, mais j'y arrive pas. Bon, je vais quand même essayer de vous afficher un petit morceau du logiciel. Bon, ça défile doucement parce qu'on est dans un espace fenêtré, comme vous voyez encore, qui a été généré par le code. Donc je ne vais pas le laisser défiler jusqu'au bout. Il fait des milliers de lignes, mais on voit qu'il utilise toutes les commandes qui sont étendues par le pilote AMX pour pouvoir utiliser barre Windows, barre pointer, etc., etc., pour faire des logiciels graphiques. Donc voilà, ça c'était pour la souris AMX. Je suis encore loin d'en avoir fait le tour, elle a beaucoup de fonctions. Mais on va passer un petit peu à la suite. Le dernier périphérique que je voudrais vous montrer, c'est le MP2FJ. C'est un périphérique que j'ai recréé il y a quelques temps et que je finis de débugger en ce moment et qui permet d'utiliser un Amstrad sur un écran qui possède une Péritel. Donc là, pour le coup, j'ai pris un écran Thomson parce que bon, c'est un écran qui a une très bonne image, mais cet appareil est fait pour fonctionner sur toutes les télévisions et aussi bien 16/9 que 4/3. Et d'ailleurs, il a des fonctions qui permettent de mettre l'image dans le bon format. Et on peut donc utiliser maintenant un Amstrad sans avoir l'écran Amstrad qui va avec ce périphérique. Voilà, faut que j'arrive à lancer le jeu. Et vous l'entendez peut-être pas, mais en plus, il y a le son sur la télé. Et voilà, je peux utiliser ma bonne vieille manette aussi. Et il y a un port pour un deuxième joystick, mais on va en parler dans quelques secondes. Ce son, si vous l'entendez, vous dira peut-être quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est que le MP2FJ? Le MP2FJ, c'est cet appareil. Donc, il a pas mal d'entrées et de sorties. Donc, notamment, il a une prise qui permet d'aller récupérer l'image sur l'Amstrad et de la ressortir en Péritel derrière. Il a un câble d'alimentation qui permet de fournir le 5 volts au CPC et un deuxième câble qui permet d'aller mettre le 12 volts pour le lecteur de disquette du CPC. Et en option supplémentaire qu'on m'a demandé, je lui ai ajouté un doubleur de joystick. Donc au bout de ce fil, on peut aller brancher ceci sur le port joystick de l'Amstrad et bénéficier directement des joysticks 1 et 2 sur la façade du boîtier. En option aussi, si on veut avoir le son du CPC sur la télé, on peut brancher directement une jack ici et la brancher sur celle de l'Amstrad. Et on a le son directement qui sort sur la Péritel de l'écran. Sur la Péritel qui va donc à l'écran. Et voilà, donc il est alimenté tout simplement avec un câble détachable.
Ce MP2FJ, je vais le mettre sur mon site d'ici quelques temps. Je pense que d'ici que la vidéo sorte, je pense qu'il y sera. Il sera en deux options, il sera tout monté ou en kit. C'est un périphérique qui est relativement complexe, donc le montage est très très long, donc ne soyez pas surpris de voir le prix monter assez différent du prix en kit. À l'intérieur, il y a une grosse alim industrielle en fait qui tient toute la largeur du boîtier, qui tient tout ça, qui fournit 5 volts en 3 ampères et 12 volts en 1 ampère, donc qui est largement suffisant pour alimenter le CPC ainsi que n'importe quel périphérique. Et bien sûr, il y a un bouton on-off qui vous permet de l'éteindre et de l'allumer. Voilà. Dessous, j'ai fait des pieds en TPU, donc ce qui permet d'avoir une petite adhérence. Et j'ai aussi fait toutes les étuves, toutes les étoupes ici pour passer les fils. Et ça permet donc d'utiliser l'Amstrad sur un écran n'importe lequel qui a une Péritel. Et donc, comme je disais, j'ai câblé les fonctions de Péritel qui permettent aux télévisions 16 neuvième de passer en 4 tiers automatiquement dès qu'ils détectent l'appareil. Et aussi, il y a la détection audio-vidéo, donc ce qui fait que la télé, si vous le branchez sur une télé, elle passe directement en AV. Donc, de quoi utiliser un CPC sans écran et de pouvoir profiter de la machine sans son écran. Voilà, ce sera tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et merci d'être resté jusqu'au bout si vous découvrez le MP2FJ. Donc, regardez en description, il y aura probablement un lien qui permettra de trouver ces appareils, notamment aussi le Gotek et un autre Gotek pour 6128+. Donc moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Par semaine, bon Dieu, qu'elle est belle. Excusez-moi, j'avais pas vu que mon tourneur avait démarré l'enregistrement. Elle sourit avec une bille en acier et qui a 3 boutons. Donc on va pouvoir s'intéresser. Ah, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à faire des conneries. On va arrêter pour aujourd'hui, c'est pas possible. Ça le fait. Oups! Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez là. Oh, ça va pas le faire. Oh, c'est encore pire. Et comme on le voit, déjà, c'est trop bas. Donc, il faut... et ça gêne avec le cordon. Oh. Faut que je me rappelle comment j'ai nommé mes fichiers, moi. Non, il l'a pas sauvegardé. Oh putain.